toutes et à tous. Nous sommes de retour sur le plateau d'Anonymal pour continuer à comprendre ensemble ces élections européennes. Aujourd'hui, nous recevons Marc Penat. Bonjour. Bonjour. Du coup, vous êtes chef de file du groupe Aix en Partage au conseil municipal et ancien doyen de la fac de droit. Je vous laisse vous présenter. Oui, qu'est-ce que je peux ajouter? J'ai été président d'université dans une autre vie. J'ai participé de ce qu'on appelle aujourd'hui l'université d'Aix-Marseille, c'est-à-dire la fusion des trois universités. Les étudiants n'ont pas connu cette période où il existait trois universités différentes. Notamment à Aix, il y avait une séparation entre la faculté de droit et la faculté des lettres, pour simplifier. Moi, j'ai connu cette séparation. Il y avait une sorte de, entre guillemets, de mur de Berlin entre la faculté de droit et la faculté des lettres. Il existe toujours. Voilà, elle est toujours dans les esprits. Mais on a un campus unique, une université unique, et j'ai participé de cette aventure. Et c'est après que je me suis engagé en politique, notamment au niveau local. Et effectivement, j'ai été tête de liste d'Aix-en-Partage pour les dernières élections municipales. Nous avons maintenant 6 élus au conseil municipal, j'en suis le chef de file. Et en même temps, puisque c'est la loi, je suis aussi, ce qui est intéressant, parce que ça ouvre aussi d'autres perspectives, je suis conseiller métropolitain. D'accord. Je suis élu à la métropole d'Aix-Marseille, qui fait tant parler, notamment à Aix. En fait, on peut dire que vous avez toujours voulu œuvrer dans ce territoire, en fait, Aix-en-Provence, et vous êtes un acteur depuis toujours dans votre vie professionnelle. Vous avez voulu faire vivre ce territoire. Oui, on peut le dire ainsi. Je suis pas né, mais je suis un enfant d'Aix-en-Provence. Pour moi, mes années étudiantes à Aix, ça a été des années de liberté, d'émancipation. Voilà, c'est là où je me suis forgé, effectivement, en tant que personne, en tant qu'individu, en tant que citoyen. Et donc j'ai un attachement très fort à ce territoire. Ma vie professionnelle a fait que je suis parti pratiquement une dizaine d'années à Paris. Mais lorsque je suis venu fonder une famille, d'avoir des enfants, c'est à Aix-en-Provence que je me suis installé. Voilà. Donc c'est ma ville. Ça se voit, en tout cas, vous en parlez avec le sourire. On a mentionné du coup le nom du groupe Aix en Partage quand on vous a présenté. Est-ce que vous pouvez brièvement décrire ce que c'est pour les gens qui nous regardent et quelques actions concrètes que vous avez pu faire pour Aix-en-Provence? Oui. Alors Aix en Partage, ça s'est constitué peu de temps avant les élections municipales. D'accord. C'est un double mouvement. C'est d'abord, on le sait, et je pense que beaucoup de ceux qui vont écouter le savent au moins de manière générale, c'est d'abord la réunion de partis de gauche pour construire un programme alternatif à la droite qui est au pouvoir depuis si longtemps à Aix-en-Provence. Lesquels, si vous pouvez citer les quelques partis de gauche du coup? Voilà, alors à l'origine, nous avions le Parti socialiste, le Parti communiste, Génération S, GRS, la France insoumise qui nous a rejoints. Les écologistes, ça a été plus compliqué puisqu'au premier tour, ils ont voulu avoir à l'époque une candidature, mais on a rassemblé au second tour, y compris les écologistes, le plus largement possible. On a fait un bon score. Et on a à l'époque vraiment présenté un projet extrêmement différent, très alternatif par rapport à tous les autres projets qui parfois se ressemblaient étrangement, à peu près dans la même veine politique, on va dire de droite ou de centre-droit. Voilà. Et puis maintenant, nous sommes élus depuis 4 ans. Depuis 4 ans, nous combattons au conseil municipal. Nous ne faisons pas que nous opposer. Nous proposons des choses, parfois même un certain nombre de choses sont réalisées. Je pense par exemple à la construction, aujourd'hui on en parle beaucoup, de logements sociaux, des 1000 mètres carrés de zones constructibles. Aujourd'hui, il y a effectivement une réglementation qui impose un certain nombre de logements sociaux. Pendant longtemps, ça n'a pas été le cas. Et nous avions porté cette proposition pendant la campagne présidentielle. Les conseils de quartier, même s'ils se mettent difficilement en place à Aix-en-Provence, nous les avions proposés, ça n'existait pas sous Marie-Joassaing, et timidement ça a été mis en place par Sophie Joassaing, même si c'est encore largement des coquilles vides. Voilà un exemple de démocratie, un exemple d'action concernant le logement, donc un point essentiel de la vie des gens que nous portons. Je pourrais multiplier les exemples sur le transport, sur l'urbanisme, sur l'environnement. Ça intéressera les jeunes gens qui vont écouter cette émission. Lorsque nous avons fait Aix-en-Partage, peut-être que nous n'avions pas à l'époque l'imprimature au premier tour écologique, ou écologiste plutôt,
mais nous avons été considérés comme la liste qui portait le plus de propositions en matière d'environnement et d'écologie, pas simplement quantitativement, qualitativement. Un comité d'experts nous avait donné une note d'A+, pendant que, par exemple, Marie Joissin avait D. C'était une très mauvaise élève. Voilà. Et donc, nous avons porté, par exemple, là-dessus, un projet extrêmement innovant. Et aujourd'hui, à Aix, pour l'instant, ce projet innovant, c'est vraiment pas celui qui est choisi par la mairie en place. En tout cas, c'est bien de voir que vous avez une vision un peu de construction. Vous voulez vraiment apporter à la ville, votre ville de cœur, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Du coup, comme vous pouvez le voir, le nom de notre émission, c'est l'Europe, c'est vous. Est-ce que ce slogan, il vous parle? Enfin, qu'est-ce que ça signifie pour vous? Et oui, il me parle parce que je suis un Européen. Je suis un Européen pas simplement de manière générale, en tant que culture ou civilisation. Je trouve que l'Union européenne et sa réalité, ce qui a été construit par nos aînés après la guerre, après la Seconde Guerre mondiale, après ce qu'avait été cette guerre, qui était une forme de guerre civile européenne, qui a été aussi, je pense que c'est très important de le dire aujourd'hui, le moment de la Shoah, le moment d'un génocide, là aussi le mot est beaucoup employé, qui a défiguré l'Europe. Il fallait donc, après la guerre, reconstruire l'Europe. Et moi, je m'inscris dans cette veine-là. Je ne suis pas toujours, en tant que citoyen, aujourd'hui satisfait des politiques européennes qui sont menées. Je ne suis pas satisfait d'une Europe qui, parfois, selon moi, est trop éloignée des citoyens. Mais je ne jetterai pas le bébé avec l'eau du bain. Je sais l'importance de cette construction européenne et j'en suis encore très attaché. Vous voyez, je fais partie de la gauche européenne, s'il doit y avoir des différences avec d'autres. D'accord. Du coup, quand on a créé cette émission à la base, on a eu cet objectif de faire de cet enjeu national que sont les élections européennes un enjeu local. Pour vous, est-ce que c'est un objectif que vous trouvez pertinent? Et si oui, pourquoi? Et oui, parce qu'en fait, les politiques européennes, les citoyens souvent ne le savent pas ou ne s'en rendent pas compte toujours, touchent le quotidien des gens. Tout à l'heure, je parlais d'environnement. L'Union européenne a des compétences très importantes en matière, par exemple, de gaz à effet de serre, de transition écologique, en matière également de transport. Elle a des compétences importantes qui se déclinent après à un échelon national, puis local. La région, par exemple, notre région, Provence-Alpes-Côte d'Azur, porte des politiques qui sont financées et qui sont en partie destinées à l'échelon européen. Donc ça touche, c'est un domaine parmi d'autres, ça touche le quotidien des gens. Et les gens, sans doute, ne s'en rendent pas assez compte. Je vous donne un autre exemple. Ça a été d'ailleurs dit au dernier conseil municipal d'Aix, une question que notre groupe a posée. L'Europe, c'est 4 millions d'euros pour la mairie d'Aix-en-Provence. C'est loin d'être négligeable. 4 millions d'euros chaque année qui concernent les projets de notre ville et notre territoire financés par l'Europe à partir de décisions qui partent, encore une fois, de l'Europe, mais qui sont ensuite déclinées au niveau local. Et comment se fait-il qu'on voit justement qu'il y a cet aspect concret et que l'Europe, du coup, agit, entre guillemets, pour le quotidien, pour la ville, et qu'au sein de ces élections européennes, en tout cas, on a l'impression d'avoir un climat ambiant, pas forcément porté par les têtes de liste, mais surtout par la population, de scepticisme ou de vision, parfois, l'Europe est présente, oui, mais c'est mauvais. Oui, il y a deux choses à dire. C'est que tout à l'heure, je vous ai dit que j'étais vraiment un Européen convaincu. Mais l'Europe, elle ne tient pas toutes ses promesses. Et pour les générations nouvelles, notamment, si vous n'avez pas des politiques qui puissent être concrètement lisibles, définissables et auxquelles on puisse adhérer, ça devient compliqué. Or, on trouve souvent, non seulement que l'Europe est éloignée, mais que ses promesses ne sont pas toujours tenues. Aujourd'hui, il y a dans une société incertaine et fragile tout le problème de la protection. On ne peut pas dire que, vu du point de vue des citoyens, l'Europe protège. On a vu le débat sur les agriculteurs, par exemple, et on a bien vu à ce moment-là qu'il y avait une sorte d'opposition entre les politiques européennes
et ce qui serait les intérêts des agriculteurs. Ce n'est pas vrai en fait, c'est plus complexe que ça. Mais c'est vrai que l'Europe ne tient pas toujours ses promesses. Il faut que ceux qui portent l'idée d'un développement de l'Union européenne reconnaissent ses limites. La protection dans le domaine des frontières, dans le domaine qui est lié à la maîtrise ou aux politiques migratoires, pose beaucoup de questions aussi aujourd'hui. Donc il ne faut pas se voiler la face et penser qu'il n'y a pas de sujet. Il y a de vrais sujets. Mais l'Europe n'est pas seule en cause, ni le citoyen. Là, je veux le dire avec force parce que je l'ai toujours pensé, depuis toujours. En fait, nos politiques à l'échelon national, très souvent, font écran entre l'Europe et le citoyen. Ils ne disent pas toujours que ce qu'ils font, c'est grâce à l'Union européenne. En revanche, ils savent dire ce qui ne va pas à cause de l'Union européenne. Alors que l'Europe, ce n'est pas une entité abstraite. L'Europe, elle est formée des États, des nations et des peuples qui la composent. Et les décisions, notamment des États et des gouvernements, c'est finalement ce qui structure les politiques européennes. Et donc les politiques nationaux, pas qu'en France, mais en France c'est un grand sport, ont particulièrement une attitude un peu de tartuffe, je me permets de le dire ainsi, parce qu'ils prennent des décisions à Bruxelles et quand ils reviennent à Paris ou en province, ils ne les assument pas. Et si ça va mal, ils diront que c'est la faute à Bruxelles. Mais il n'y a pas aussi cette idée de voir de la part de beaucoup d'habitants européens, peut-être nous les premiers, de concevoir l'Europe comme un acquis, comme quelque chose qui a toujours été, et donc du coup on n'a pas conscience du fait qu'il faille le défendre. Que c'est quelque chose qui peut disparaître et qui peut être voué, peut-être pas à disparaître, j'abuse volontairement, mais à être en péril. Et il y aurait peut-être ce côté aussi de se dire, mais peut-être que vous êtes né avec l'Europe, pour les plus jeunes en tout cas, pour les gens de mon âge. Et c'est quelque chose qui est dans le quotidien, mais c'est pas quelque chose qui est indéboulonnable. Ça peut partir, donc il faut se mobiliser. Vous avez tout à fait raison. Tout à l'heure, je vous parlais en off de mes grands-parents et parents d'origine espagnole, réfugiés politiques. Bien sûr. À l'époque, en 1939, ça n'avait aucun sens, l'Europe. Les Pyrénées, c'était une frontière dangereuse où ils ont failli y laisser leur vie. Je le dis avec beaucoup d'émotion. Il n'y avait pas d'Europe. Aujourd'hui, les jeunes Européens peuvent, évidemment, il faut aussi parfois avoir les moyens économiques, hein, je ne veux pas idéaliser, mais peuvent librement circuler en Europe, peuvent faire des études parfois dans une université européenne autre que la France. Ils peuvent voyager sans frontières. Enfant, pour moi, la frontière entre l'Espagne et la France, c'était un mystère. On passait d'un monde à un autre monde. Aujourd'hui, tout ça paraît naturel, mais ce n'est pas naturel. Ça a été construit en bonne partie grâce et par l'Europe. Et ça, c'est un bien extrêmement précieux. Et selon moi, plus on a d'expérience européenne et moins on est tenté par des attitudes de repli, des attitudes identitaires, des attitudes de repli nationaux que l'on voit se multiplier aujourd'hui. Donc il y a une crise, c'est évident, mais il y a un acquis, vous avez raison, qui reste très fragile. C'est un acquis qui a juste, comment dire, en gros, c'est une vie humaine. L'Europe, c'est encore à l'échelle de l'histoire extrêmement court. Et c'est donc extrêmement fragile. Je pense que l'Europe, elle est encore adolescente, à peine adolescente. Elle commence à peine. Donc c'est fragile, mais en même temps, c'est porteur de potentialités, selon moi, extrêmement importantes. Du coup, on pourrait parler de projet européen, d'un projet qui serait toujours en construction perpétuelle et qui ne serait jamais abouti, mais pour une bonne raison, c'est que rien n'est parfait et du coup, il faut essayer de tendre vers cette perfection. Oui, mais je pense que vous avez raison de dire que l'Europe est un projet. Ce n'est pas simplement un donné de l'histoire, parce que si c'était un donné de l'histoire, ben, nous aurions un peuple européen, nous aurions une langue européenne, un État européen. L'histoire nous a donné au contraire la pluralité, si on le voit positivement, mais aussi la division, les antagonismes et les guerres en Europe. Donc notre héritage, il est très ambigu. Et construire l'Europe, c'est dessiner un projet de coopération entre les États, les gouvernements et les peuples européens. Et ce projet de coopération va jusqu'à un projet politique commun.
Et il faut bien se rendre compte que ce projet politique commun, il est encore une fois, selon moi, à un stade relativement jeune. À sa genèse, vous diriez? Oui, parce qu'on ne se rend oui. pas compte à l'échelle de l'histoire ce que ça représente. On a la paix en Europe, et c'est relatif puisqu'on l'a plus. On l'a plus dans la guerre russo-ukrainienne, mais on ne l'avait guère plus non plus dans les Balkans il y a quelques années. Donc quand je dis la paix en Europe, disons que dans l'Europe de l'Ouest, voilà, la paix est là, aujourd'hui, d'accord ? Mais la guerre est à nos portes. Donc on voit bien que ce projet d'union et de coopération autour de principes, de valeurs communes, c'est quelque chose d'extrêmement important. Ce n'est pas que des mots, c'est les bases et les soubassements d'une société de demain qu'on voudrait, je dirais, à l'échelle européenne, une société démocratique, ouverte, et en même temps une société qui sache qui elle est, qui sache avoir une identité forte dans ce monde de la mondialisation qui est celui de l'arrivée de grands ensembles sur le devant de la scène. Et je pense que l'échelle européenne est la bonne échelle pour penser ces problèmes de la mondialisation, même si parfois, là aussi, selon moi, l'Europe est trop libérale, trop tournée vers la mondialisation et insuffisamment tournée vers son projet de protection des individus. Comme on dit, c'est pas parce que la décoration d'une maison ne nous plaît pas qu'il faut la changer. Absolument.